Bonjour, le temps qu'il fait le 30 septembre 2022. J'ai commencé à faire des vidéos, c'était en 2008, quand l'actualité est extrêmement nourrie. Là, c'était dans un seul domaine, c'était celui de la finance et de l'économie, en particulier la crise des subprimes née aux États-Unis, mais qui se répandait à la surface du globe. Et puis m'est arrivé ensuite, voilà, de m'intéresser à des secteurs particuliers et dans une actualité moins brûlante, de vous parler de choses particulières, non seulement de la finance, mais aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur, comme l'anthropologie, la psychanalyse, l'intelligence artificielle, les fondements des mathématiques et peut-être encore quelques autres. Aujourd'hui, une activité extrêmement nourrie. Je vais vous parler de l'Ukraine, je vais vous parler du Royaume-Uni, je vais vous parler de l'ouragan Ian qui vient de dévaster la Floride et qui se dirige vers la Caroline du Sud, qu'il devra atteindre ce soir, toujours avec force d'ouragan. Et je vais vous parler de M. Trump et de ses aventures et de son impact sur la politique américaine. Donc beaucoup de choses à... Je vais essayer d'aller vite sur chacun de ces sujets, sinon je vais faire un truc interminable. Alors, l'annexion, pseudo-annexion de 4 provinces de l'Ukraine par M. Poutine, avec bien entendu ces rodomontades. Et si maintenant ces choses-là qui par référendum au milieu de la population, au sein de la population, appartiennent dorénavant à la Russie au sens large, puissance satanique, etc., etc. Bon, personne n'y croit à ce référendum. Si il y a eu des témoignages de gens qui vous disaient qu'on sonnait à leur porte et que des gars avec des mitraillettes vous demandaient de bien confirmer que vous étiez en faveur de l'annexion par la Russie de l'endroit où vous vous trouvez, je ne sais pas qui va reconnaître ça comme étant légitime, probablement l'Iran qui reste apparemment le dernier allié solide de la Russie, mais ça lui permet de dire maintenant, si on touche à un bout du territoire russe, puisque la population, dans sa grande unanimité, parce que bon, bien entendu, et ça c'est voilà, c'est mon neveu Jean-Baptiste Auxièdre qui me posait la question, pourquoi est-ce que les tyrans veulent toujours des référendums où c'est 99,19% de la population qui ont voté pour quelque chose, ce qui est absolument impossible pratiquement sur un plan mathématique. Pourquoi est-ce qu'ils veulent cela? Et je lui réponds, parce qu'ils ne croient pas aux élections démocratiques, ils croient à l'unanimisme. Ils croient à l'unanimisme, je crois que c'est ça l'explication. Alors, mais ça permet à Poutine de dire maintenant, si on touche un cheveu au territoire sacré, probablement, puisqu'il parle de Satan pour nous décrire nous. Si on touche à un poil de cela, bien entendu, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition, c'est-à-dire, bien entendu, la bombe atomique dont on attend qu'elle nous tombe sur un coin du crâne un jour ou l'autre. Pendant ce temps-là, heureusement, c'est dans une autre province, c'est plus au nord. Les Ukrainiens sont en train de reprendre petit à petit, mais lentement mais sûrement, une partie du territoire de leur pays. Alors, meilleur scénario, tout ça se gèle, les Ukrainiens se réconcilient avec le fait que, en gros, c'est le Donbass plus quelques autres provinces qui permettent aux Russes d'avoir un accès beaucoup plus aisé à la Crimée. Et qu'on sacrifie une partie du pays, à peu près 20% du territoire. En tant que citoyen d'un pays, si on me disait est-ce qu'on va sacrifier de gaieté de cœur 20% de la population et du territoire, je dirais probablement non. Kiev annonce bien entendu une accélération dans le processus d'appartenance à l'OTAN.
On va peut-être, dans le meilleur des cas, touchant du bois, arriver à une stabilisation de la situation avec l'Ukraine dans le camp de l'OTAN, auquel se sont ralliés récemment, vous vous en souvenez, la Finlande et la Suède, un OTAN renforcé, et en face une Russie qui peut prétendre avoir atteint les objectifs de son invasion et de son annexion d'une partie du territoire ukrainien. Est-ce qu'on va vers une stabilisation? Poutine a beau dire que maintenant il veut des discussions, il veut un cessez-le-feu, voilà, une trêve et compagnie, mais il est clair que c'est selon les conditions qu'il vient d'énoncer lui-même, en décidant en réalité voilà, par décret, puisque ce référendum sur le terrain c'est absolument bidon, par décret qu'il annexe une partie de l'Ukraine. Est-ce qu'on va vers une stabilisation et une éventuelle baisse de la tension dans cette région du globe? Je l'espère, si nous espérons sérieusement nous retrouver en vie dans les jours qui viennent. À ce propos-là, je vais enchaîner, au lieu de parler tout de suite de l'Angleterre, je vais parler de l'ouragan Yann. Un ouragan, comme on fait des calculs quand même, comme il n'en existe que tous les 500 ans, dit-on, tous les 500 ans. Bien entendu, il y a des gens qui vous diront l'année dernière, quand un ouragan se créera au milieu de l'Atlantique, qu'il n'y a aucune chance qu'il soit aussi gros que Yann, puisque ça n'arrive que tous les 500 ans. Comment peut-on être, tolérant, indulgent, patient vis-à-vis des gens qui ne comprennent pas que les choses sont en train de s'accélérer et qu'on ne pourra pas dire l'année prochaine, quand un ouragan se développera, qu'il n'y a aucune chance qu'il soit aussi fort que Yann, puisque ça n'arrive que tous les 500 ans. Ce sont des statistiques, ce sont des calculs qui sont faits sur des fréquences passées, ça ne donne rien sur l'avenir. Je respire profondément parce que j'ai parfois, l'indulgence me manque parfois quand j'entends des gens qui vous disent oui, mais comme c'est arrivé l'année dernière et que ça n'arrive que tous les 50 ans. Non, on est dans un processus d'effondrement, c'est-à-dire que les choses vont aller de plus en plus mal et que ça ira de plus en plus vite. Bon, alors voilà pour l'ouragan. L'ouragan n'est pas terminé puisque ce soir il arrive en Caroline du Sud, c'est-à-dire que c'est absolument pas terminé. Est-ce qu'il a perdu sa puissance d'ouragan? Malheureusement non. Et donc il va encore faire des dégâts absolument considérables en Caroline du Sud pour commencer, avant peut-être encore de faire des dégâts dans d'autres États américains. Alors, passons rapidement au Royaume-Uni. Alors là, c'est quand même assez beau. Monsieur Boris Johnson est obligé de démissionner parce que ce qu'on lui pardonne quand même pas trop, c'est qu'il faisait la nouba pendant que les autres étaient confinés. Il a dit qu'il n'avait pas très bien lu les textes, qu'en fait finalement il y avait peu de gens dans ces parties, que ceci, que cela, etc. Mais enfin bon, ça a commencé à bien faire et il a dû partir. On a à la place quelque chose du même acabit, excusez-moi Madame Listreuse de vous appeler quelque chose, la nouvelle Première ministre et son ministre des Finances, son chancelier de l'échiquier. Je ne retrouve pas son nom, mais ça ne fait rien, vous voyez de qui je parle, qui est quelqu'un qui a fait de très bonnes études, il est allé à Oxford, il a des bons diplômes, etc. Mais ce monsieur, apparemment, a oublié entièrement ce qu'il avait appris à l'école quand il est devenu ministre des Finances, chancelier de l'échiquier, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? Ils ont exonéré, ils ont supprimé la plus grosse, la tranche d'impôt supérieure, faisant des cadeaux mirobolants aux gens les plus riches, aux gens les plus nantis, comme si ces gens avaient encore besoin de cadeaux supplémentaires. Alors bien entendu, ces gens représentent l'aile droite du Parti conservateur. Quand vous regardez les gens qui les mettent au pouvoir, ça se limite à quelques dizaines de milliers de personnes sur une population
qui fait quand même quelques dizaines de millions de personnes. C'est ça notre démocratie. C'est un système de fait censitaire, c'est-à-dire dans la réalité, c'est quand même l'argent que vous avez qui va décider de ce qui va se passer dans le pays et si ça va vous avantager ou non, parce que vous avez accès plus ou moins au levier du pouvoir, et plus vous êtes riche, c'est pas nouveau bien entendu, mais on aurait pu espérer que quand on disait qu'on passait de la démocratie censitaire à la démocratie représentative, au suffrage universel, qu'on allait quand même faire un petit effort pour que ce soit plus exactement la même chose. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai intitulé un billet l'autre jour l'ultralibéralisme puni par la finance, parce que bon, il y a quand même un peu un paradoxe là-dedans, c'est que les marchés financiers s'effondrent à la suite de ces excellentes mesures, excellentes bien entendu entre guillemets, inventées par ces bandits. Thugs en anglais, thugs, c'est le mot que j'emploierais, thugs. C'est autre chose que bandit, mais enfin bon, il y a une nuance près. Le mot bandit, gredin, voilà, ça peut faire l'affaire. Est-ce qu'on a besoin de ces gens-là, ces gens qui sont proches de ce Bruges Group, le groupe de Bruges, que là aussi, contre lequel j'ai fulminé aussi l'autre jour. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Schiphol aux États-Unis, aux Pays-Bas, décide de restreindre le trafic aérien pour essayer de protéger l'environnement, émissions de gaz de serre, etc. Et aussitôt ce groupe lié à ces bandits thugs qui sont maintenant au pouvoir en Grande-Bretagne, une déclaration immédiate pour dire quelle aubaine, on va pouvoir ajouter une piste supplémentaire à Heathrow, c'est-à-dire vraiment se payer. Les riches, dans des cas comme ça, les riches se payent vraiment la gueule du monde des pauvres, et pas seulement des pauvres, mais des gens ordinaires, des gens normaux aussi. Est-ce que ça va provoquer en Angleterre des choses de l'ordre de ce qu'on a pu voir en France il y a quelques années et devant lesquelles on était entièrement dépourvu, on ne comprenait pas d'où ça venait, etc. C'est pas impossible non plus. Dans un tout récent sondage, tout récent, je veux dire d'hier, sondage d'opinion, une marge de 33% en faveur du parti travailliste s'il y avait des élections maintenant. Mais il n'y aura pas d'élections maintenant puisque voilà, les gens ont voté précédemment pour les conservateurs et ça n'a pas encore ça n'a pas encore duré un certain moment. Sauf si les marchés financiers s'effondrent entièrement et qu'il y ait vraiment un ras-le-bol vis-à-vis de ces riches qui vont vraiment chercher de l'argent dans la fouille des pauvres. Bien. Ça c'est pour la Grande-Bretagne. Alors je voulais encore mentionner un truc. L'ouragan Ian a fait que on a remis une session de la commission, on a remis à plus tard une session de la commission sur l'émeute du 6 juillet, quand une foule a pris d'assaut le Capitole, c'est-à-dire l'Assemblée nationale américaine, pour empêcher la confirmation de l'élection de M. Joe Biden par une marge de 7 millions de voix, ce qui est quand même assez considérable, ce que nie M. Trump. Je vous rappelle que M. Trump avait commencé, les élections avaient lieu en novembre, et il avait commencé à nier à dire que les élections étaient truquées au mois de juin. Est-ce que ça l'a desservi d'avoir dit au mois de juin que les élections du mois de novembre étaient truquées? Non, pas du tout, pas auprès des gens qui sont convaincus, non pas de ce qu'il dit, parce qu'ils savent aussi bien que vous et moi que c'est un menteur, mais qu'un dirigeant fasciste dans son genre est ce qui leur convient en ce moment et qui peut dire absolument n'importe quoi. La difficulté qu'on voit ces jours derniers, c'est que parmi les juges que M. Trump a fait nommer, parce que le système est très très politisé aux États-Unis, se trouve une certaine Madame Cannon qui lui donne raison sur absolument tout, qui crée une commission d'enquête à la tête de laquelle est nommé le candidat du camp de Trump, et ce monsieur est désavoué par la juge parce qu'il ergote un petit peu quant à la véracité de ce que dit M. Trump, en particulier le désir que M. Trump vienne dire
sous serment qu'il croit véritablement que les documents top secrets qui ont été trouvés dans sa cave, dans sa chambre à coucher, etc., à Mar-a-Lago, qu'ils ont été plantés, c'est-à-dire qu'ils ont été dissimulés là intentionnellement par le FBI pour qu'on puisse faire semblant de prendre M. Trump la main dans le sac. La difficulté qu'on voit là, c'est donc ça, un système vérolé par la présence de fascistes et de leurs partisans aux différents niveaux de l'administration, de l'exécutif, du judiciaire, du législatif, bien entendu par les élections. Et je vous rappelle que je n'emploie pas le mot fasciste comme ça pour dire, bon, les gens que j'aime pas, je n'emploie pas le mot fasciste comme Monsieur Poutine, excusez-moi, je les confonds toujours tous les deux, comme Monsieur Poutine utilise le terme nazi pour désigner simplement les gens qu'il n'aime pas. Non, quand je parle de fascisme, je parle de partisans du fascisme, comme c'est le cas, par exemple, de cette dame qui vient d'être élue à la tête et qui va disposer d'une majorité, parce qu'un certain nombre de partis de droite vont la soutenir, en Italie. Ces gens... il y a une époque où on n'osait pas dire qu'on était fasciste, parce qu'il y avait quand même des relents, voilà, je sais pas, de beaucoup de morts quand même, d'atrocités, des choses comme ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça dérange? Non, c'est revenu à la mode, et pas seulement dans un pays très éloigné du vôtre, c'est à la mode à nouveau dans certains de nos pays. Et ces gens-là ne réchignent pas devant utiliser le mot fascisme, pour ça ne les dérange pas du tout. Est-ce que ça va les gêner beaucoup quand on leur dira ces fascistes-là sont en réalité de vrais nazis? Probablement pas non plus. Le mot se sera édulcoré, on aura pris l'habitude, on aura fait disparaître des fronts républicains depuis déjà pas mal d'années. Et donc on pourra permettre effectivement à ces gens de faire partie des équipes de football de l'Assemblée nationale. Merci quand même ceux qui protestent et qui refusent d'aller jouer dans des conditions comme celle-là. Mais voilà, la difficulté de faire le temps qu'il fait, comme je le faisais autrefois, quand l'actualité est à ce point fournie et qu'il faudrait produire de véritables analyses et pas simplement, je dirais, dénoncer des choses qui sont abominables. Je termine, voilà. Je voulais quand même vous donner une toute petite indication sur comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé que la finance punit l'ultralibéralisme en Grande-Bretagne, parce que ça paraît assez mystérieux pour la plupart des gens. Il y a bien des gens qui vous parlent de LDI, les LDI seraient responsables, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors là, une toute petite explication, je dirais d'ordre un peu plus technique en finance. Explication de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Pourquoi le fait que le gouvernement prenne une mesure en faveur d'une exonération des impôts pour les plus fortunés par la disparition la tranche supérieure d'impôts? Ce qui s'est passé, c'est pas directement effectivement que la finance ait décidé de punir l'ultralibéralisme. Ça s'est fait de manière indirecte par le mécanisme suivant. Et pour ça, il faut que j'explique un tout petit peu comment il est possible pour quelqu'un de s'assurer sans que la prime pour s'assurer soit du même niveau que le dégât qu'on risque d'avoir. Par exemple, si vous risquez une perte de 100 000 € sur quelque chose et que l'assureur vous demande une prime de 99 000 € pour vous assurer contre cela, vous allez dépenser autant que l'argent qu'on risque de vous ramener. Bon, alors, si l'assurance fonctionne de manière générale, c'est parce que la prime n'est pas aussi élevée que le dégât qu'on peut constater par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dommage n'apparaît que rarement. Et par conséquent, une compagnie d'assurance peut étaler le risque, éventuellement même en se réassurant elle ailleurs, et faire payer une prime qui n'est pas du même ordre de grandeur que le risque qu'on encourt. Alors, la difficulté, c'est que quand les choses se précipitent, quand le danger menace, quand le dommage est déjà présent, il y a tendance, bien entendu, à l'assureur de se tourner vers celui qui l'assure et de lui dire il faut monter le montant de la prime. Bon, je simplifie parce que le mécanisme des LDI est un peu plus compliqué que cela, mais c'est pour vous faire comprendre, sans entrer dans trop de détails techniques, le principe même. Alors,
Si soudain on vous oblige à payer une prime d'assurance beaucoup plus élevée, il est possible que vous n'ayez pas les ronds. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder s'il n'y a pas des choses que vous avez que vous pouvez vendre. Alors la difficulté dans le cas présent, celui qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est que de quoi disposaient en fait ces compagnies, ces fonds de pension privés qu'elles pouvaient éventuellement vendre? Essentiellement des obligations. Bon. Alors, quand elles ont vendu les obligations en catastrophe, elles ont entièrement déstabilisé le marché des obligations. Et par conséquent, le fait qu'il y avait beaucoup d'obligations en vente a, par un mécanisme, en simplifiant les choses, un mécanisme d'offre et de la demande, a fait que du coup, l'offre étant très grande et la demande n'étant pas à la hauteur, les prix ont varié de manière brutale. Avec, bien entendu, pour la livre sterling, les marchés boursiers qui font partie du même système global, bien entendu, que celui des obligations d'État, c'est les marchés financiers, comme on dit, avec des répercussions pour cela. Bon, je pourrais vous expliquer ça de manière, je dirais, beaucoup plus exacte et beaucoup plus précise, mais vous avez en vous parlant de la prime qui augmente et dont le montant peut devenir du même ordre de grandeur que le risque contre lequel on s'assure, je vous ai donné, je dirais, le principe général, la raison pour laquelle, voilà, des difficultés liées à la volatilité des marchés ont obligé à des appels de marge, comme on dit, c'est-à-dire que celui qui assure doit se tourner vers celui qui est assurant en disant il faut me faire rentrer de l'argent supplémentaire, à déstabiliser le marché et à provoquer ce qu'on a vu d'une baisse brutale de la livre sterling, partiellement endiguée, mais l'opinion générale vis-à-vis de ce gouvernement n'est pas bonne. Je vous citais le chiffre de marge en faveur dans les sondages d'opinion de 33% en faveur du parti travailliste si des élections avaient lieu en ce moment. Voilà. Alors, le principe du temps qui fait devient plus difficile à gérer quand il y a énormément de choses dans l'actualité et en particulier quand ce sont un ensemble d'actualités dramatiques et avec potentialité même de tourner au tragique rapidement. Voilà, allez, à bientôt.